nous allons rappeler comment utiliser la deuxième loi de Newton pour étudier la chute libre d'un système sans vitesse initiale. Ceci constituera notre cas d'étude numéro 1 et les conditions initiales associées à notre système seront donc une vitesse nulle et une hauteur h. Cette résolution se fait en plusieurs étapes qui se correspondent souvent. L'étape numéro 1, c'est celle dans laquelle on va choisir le référentiel, le système et le bilan des forces. Dans notre cas, c'est une balle, référentiel terrestre et vecteur poids. On applique ensuite la deuxième loi de Newton à notre système. En considérant la masse constante, on va donc pouvoir écrire la relation suivante qui va se simplifier par la relation vectorielle vecteur A égale vecteur G, puisque le vecteur poids est égal à m fois vecteur G. À partir de là, on pourra donc énoncer des conclusions sur l'accélération. Le vecteur accélération est ici collinéaire et de même sens que le vecteur champ de pesanteur. Continuons notre analyse. Étape numéro 3, il va falloir projeter le vecteur P pour obtenir la composante verticale de l'accélération AY. En effet, ici, le mouvement est rectiligne. Il n'y a donc qu'une seule direction à analyser, qui est la direction verticale Y. Dans l'étape 4, nous allons déterminer la primitive de AY pour obtenir VY en tenant compte des conditions initiales. Ceci nous permettra d'obtenir une conclusion sur les vitesses. Alors pour projeter le vecteur P pour obtenir le vecteur accélération Y, il faut tout d'abord regarder l'expression du vecteur P. Ici, le vecteur P est collinéaire à l'axe vertical J, mais de sens inverse, et de norme mg, ce qui nous fait comme relation vectorielle P égale à moins mg vecteur J. De ceci, nous allons pouvoir déterminer la valeur de la composante verticale de l'accélération, qui est donc égale à moins g. De cette primitive, en utilisant la définition de l'accélération, qui est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, on peut obtenir la primitive de AY, qui est VY égale à moins GT plus VY à l'instant 0. Comme la vitesse est nulle à l'instant 0, VY à l'instant 0 est nul, et donc on obtient VY égale à moins GT. Ceci constitue l'étape 4, et nous avons donc obtenu les vitesses. Continuons notre analyse. Étape numéro 5, il faut cette fois-ci déterminer la primitive de VY pour obtenir la coordonnée Y en tenant compte des conditions initiales encore une fois, mais celle-ci de celles qui portent sur la position initiale. Ceci va nous permettre d'obtenir les équations horaires du mouvement qui s'expriment sous la forme VY et Y, puisque nous le rappelons ici, dans le cas d'une chute libre verticale, seul l'axe Y est considéré. Comme nous avons trouvé précédemment que Vy de t est égal à moins gt, en utilisant la définition du vecteur vitesse, nous cherchons la primitive de Vy de t, qui est moins gt carré plus y à l'instant t égale 0. D'après les conditions initiales, y à l'instant t égale 0 est égal à h, ce qui nous donne y de t égale à moins gt carré sur 2 plus h. Nous avons donc obtenu les équations horaires du mouvement. Il y a donc 5 étapes. Référentiel étape 1, écrire la deuxième loi de Newton étape 2, projeter les vecteurs force étape 3 pour obtenir les coordonnées du vecteur accélération, obtenir la primitive du vecteur accélération pour obtenir les coordonnées sur la vitesse, et étape 5, faire la même chose pour obtenir les équations de la position du mouvement y de t. Et dans les autres cas, qu'est-ce que cela change? Nous allons voir deux autres cas, deux autres exemples. Si l'axe vertical n'est plus ascendant, que se passe-t-il? Nous avions cette configuration. Si l'axe vertical devient orienté vers le bas, dans le cas d'une chute libre, c'est notre cas numéro 2, quelles vont être les modifications dans la méthode? Nous allons voir ceci. La méthode est toujours constituée de 4 ou 5 étapes. Ici, nous n'avons pas parlé de la 5e étape, qui est l'équivalente de l'étape numéro 4. Voilà les résultats que nous avons obtenus dans le cadre d'un axe vertical ascendant.
Si l'axe vertical devient cette fois-ci descendant, cela ne change pas l'étape numéro 1, cela ne change pas l'étape numéro 2, puisque le poids n'a pas changé. Par contre, cela va changer l'étape numéro 3, puisqu'il faut projeter le poids, le vecteur poids. Or, cette fois-ci, le vecteur poids est collinaire et de même sens à J. Donc on modifie l'équation dans ce sens-là. Le vecteur P devient positif et donc la composante verticale de l'accélération est également positive. Si l'étape 3 a changé, cela va aussi modifier notre étape 4 puisqu'il faut déterminer la primitive de AY pour obtenir VY et c'est simplement un signe qui change. Il faudra encore, dans l'étape 5, tenir compte de ce changement de signe pour obtenir les équations de Y pour ce cas. Donc on voit que la méthode reste la même, mais il faut faire attention à des points de détail qui ne sont pas si évidents que ça, notamment ici le repère. Dans le cas très courant où on étudie une chute qui n'est pas verticale. Alors c'est ce que nous allons faire ici, mais cette fois-ci en considérant un cas particulier, une chute avec une vitesse horizontale. Et par contre, on revient sur notre système de repères qu'on avait dans le cas numéro 1. Donc ceci constitue notre cas numéro 3. La chute n'est plus verticale. On va voir ce qui se passe. De la même manière que précédemment, les différentes étapes initiales sont les mêmes, étapes 1, 2, 3, 4. Ici, nous avons les résultats que nous avons obtenus dans le cas d'une chute libre verticale. Dans le cas d'une chute libre qui n'est plus verticale, que se passe-t-il? Eh bien, si elle n'est plus verticale, première chose, il va falloir considérer deux directions pour le vecteur accélération, direction selon AY et direction selon AX. Donc simplement, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va ajouter les coordonnées horizontales. Donc nous avions obtenu ceci dans un premier temps. Quand on considère la coordonnée de P sur l'axe X, elle est nulle, puisque le vecteur P est un vecteur collinaire à J, donc il n'a pas de composante sur I, sa composante est donc nulle, et donc par identification, la composante horizontale de l'accélération est également nulle. Compte tenu de cette composante horizontale de l'accélération, cela va aussi modifier l'étape 4, puisque s'il y a deux composantes de l'accélération, il y aura deux composantes de la vitesse. Pour déterminer ces vitesses, et notamment la vitesse selon x, il faut tenir compte de la coordonnée ax de l'accélération. La primitive d'une fonction nulle est une fonction constante, et si on tient compte des conditions initiales, comme la vitesse initiale et horizontale est égale à V0, on obtient donc les coordonnées pour Vx de t. Et encore une fois, il faudra tenir compte de ceci dans l'étape 5 quand on va vouloir déterminer les coordonnées x et t de la trajectoire. Encore une fois, on retrouve les mêmes étapes avec quelques modifications auxquelles il faut faire attention. En conclusion, quel que soit l'exercice auquel vous allez être confronté, la méthode générale reste la même. Il faut bien donc apprendre les différentes étapes. Et il va falloir faire attention aux conditions initiales et au choix du repère qui vont modifier les équations que vous allez obtenir. Bon courage!